Bonjour à tous. Je vais commencer par vous chanter une chanson qui a été écrite par Dorine Day, une grand-mère Anishinaabe d'Amérique du Nord. Elle est allée à une conférence du docteur Masaru Emoto. Et dans cette conférence, il a évoqué le fait que la moindre des choses que l'on puisse faire, c'est de parler à l'eau tous les jours, si on peut. Eau, nous t'aimons. Eau, nous te remercions. Eau, nous te respectons. C'est avec ces mots qu'elle a créé le Nibi Song. Nibi Geja Geigo Gemigwe Chawe Nemego Geja Nemego Nibi Geja Geigo Gemigwe Chawe Nemego Geja Nemego. Le Nibisson. Merci Sabine et merci Francis et Nora pour votre accueil et pour l'invitation. Je suis docteur en médecine. La vie m'a proposé un certain nombre d'expériences. J'étais médecin de campagne, mais j'ai fait aussi de la médecine d'urgence et de la médecine de brousse en Mauritanie pendant mon service militaire, ce qui m'a permis de toucher des expériences médicales extrêmement diversifiées. Plus tard, quand je suis rentré, j'ai aussi fait des expériences dans la forêt au Brésil, avec des plantes qui modifient la conscience et qui ouvrent la vision. J'ai fait 3 fois pendant 15 jours. Ça m'a laissé aussi des souvenirs impérissables, parce que quand on rentre dans la nature et que les voiles qu'on a devant les yeux s'ouvrent, on voit la nature qui est vivante et on rentre en contact avec un monde souvent qu'on ignore totalement dans notre quotidien. Mais quand on l'a rencontré une fois, on ne l'oublie jamais. Et puis ce monde-là est peuplé de conscience, et il est tout en vie, des petites, des moyennes, des grandes, mais il y a de la vie partout, absolument partout. Et le lien entre toutes ces formes de vie, c'est l'eau. Il n'y a rien que l'eau ne puisse capter et réémettre. Vous allez découvrir dans les images que je vais vous proposer à la fois des documents scientifiques. La première partie, je vous préviens, elle est indigeste. Mais c'est intentionnel pour qu'on sache se rendre compte, puisqu'il s'agit en fait de données tout à fait officielles, valides. Ce n'est pas moi qui les ai inventées, je les ai rassemblées pour qu'on puisse se rendre compte que le milieu dans lequel on est très altéré et qu'il faut en prendre soin tout de suite. Déjà pour nous, à titre individuel au niveau de la santé, pour notre famille, les animaux qui vivent avec nous, mais ensuite l'ensemble du biotope dans lequel on vit, pour renouer des liens avec, et renouer également des liens sociaux qui soient sains. Parce que l'eau ne détermine pas seulement la santé individuelle physique, mais aussi la qualité des liens sociaux. Les liens qu'on entretient avec la nature déterminent également la manière dont la nature nous répond. Parce que c'est un être conscient. Il y a des pays pour lesquels, vous allez voir dès le début, pour lesquels la Terre est un être vivant et conscient, et il y a une sorte de respect, de prière des Amérindiens d'Amérique du Nord, mais en Amérique du Sud également. Il y a des pays dans lesquels il s'agit bien d'un être auquel on rend hommage et qu'on prend en considération dans les actes de la vie de tous les jours. Et nous, on a besoin de retrouver ça. Donc je suis venu pour partager ça avec vous. Je vous rassure, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, c'est-à-dire un constat avec des choses qui sont quand même très altérées, dangereuses pour l'avenir de nos enfants et l'avenir de l'humanité tout entière. On a des solutions qui sont capables d'intervenir dans un temps très court. Il suffit d'un peu de courage et de quelques moyens pour les mettre en application et modifier l'ambiance dans laquelle on vit, puis surtout la qualité des liens sociaux pour traverser cette époque qui est quand même un peu compliquée.
Et tout ça est possible à condition de se réunir et de faire des choses ensemble. On a besoin de retisser des liens pour apprendre à travailler ensemble et mettre en place le changement pour le monde de demain et pour que les jeunes personnes qui sont ici en âge d'avoir des enfants puissent le faire avec confiance, de façon à préserver notre avenir. Voilà. Donc on peut commencer, si vous voulez. J'appelle le sang de la terre, pour moi l'eau et le sang de la terre, c'est véritablement par toutes les formes qu'elle prend, de l'eau souterraine à l'eau des surfaces, les océans, les nuages, tout ce qui tombe du ciel, mais également l'eau des profondeurs. Vous allez découvrir qu'il existe aussi une eau intérieure à la terre qui est très importante et qu'on passe totalement sous silence. La Pachamama, pour les gens d'Amérique du Sud, en Bolivie, au Pérou, elle est inscrite dans la constitution de ces pays comme un être vivant et conscient, auquel on doit le respect. Ici, c'est un endroit magique et terrible en même temps, au niveau de la puissance. Vous voyez ici, tout en bas, il y a des gens ici qui viennent regarder et se mettre juste au-dessus des cascades. Je crois que c'est pire que le Niagara, cette zone-là. Mais c'est là on entre en contact, il y a des aspects très différents de l'eau avec une puissance qui est très très importante et dans laquelle on peut se baigner et être changé en un instant. L'énergie qui se dégage de ces lieux est très profonde. C'est juste un petit passage pour dire que y a des tas de choses qu'on doit savoir ou qu'on devrait savoir et qui nous sont cachées. Et puis on nous raconte toutes sortes de boniments sur les manques qui existent, qui font peur à tout le monde et qui permettent d'augmenter les prix de l'eau et de la vente, de faire du commerce sur un élément qui devrait être gratuit, propre et à disposition de tous. Vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de manque d'eau puisque l'eau des nuages, des océans et de l'eau qui circule en surface de la Terre tourne dans un circuit qui ne peut pas quitter la Terre et ce circuit est alimenté par une eau profonde qui en rajoute. Donc littéralement, quand il y a une carence en eau, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il faut pour la répartir. Mais il n'y en manque pas véritablement. Ce que je vous propose là, c'est tiré d'un numéro du journal Nexus, ça doit être le 142, je crois, oui, et qui montre les travaux d'un hydrogéologue du siècle dernier, il est mort en 1985, je crois, peu de temps après cette interview, et il a foré des puits partout dans le monde, plus de 800, y compris dans les déserts. Il expliquait que sous la croûte terrestre, là, dans les endroits où il y a eu des volcans et des activités de magma, il y a eu des éruptions, et ces éruptions ont laissé des couloirs, des cheminées, des failles. Et quand on sait repérer en fait les failles à la surface en géologie, on est capable de trouver des entrées dans des couloirs qui sont alimentés par l'eau qui est sous la croûte terrestre, ici. Toute cette zone, elle fait plus de 200 km d'épaisseur et elle contient, à l'échelle de la Terre, il dit 3 fois le volume des océans du monde entier. C'est de l'eau douce, parfaitement pure, indemne de toute pollution, parce que la pollution s'arrête au manteau, elle est au-dessus. Continue. En gros, vous pouvez voir que cette eau, qu'on appelle une eau-mer, elle vient des profondeurs, mais elle peut alimenter des lacs. On voit de temps en temps une résurgence. Une résurgence, c'est un puits artésien, par exemple, ou un geyser. Il vient d'en sortir un, je crois, dans le sud du Maroc ou de l'Algérie. Un énorme geyser qui sort du sable. C'est en fait une eau-mer qui traverse la couche, mais elle peut alimenter aussi donc des lacs. Elle peut alimenter la mer, puis elle peut sortir au-dessus d'une montagne sous la forme d'une source. Elle se mélange aux nappes phréatiques de surface une fois qu'elle est sortie. Voilà la photo de Stephen Rees. Il a creusé des puits avec des volumes d'eau considérables qui ne tarissent pas. Par exemple, la ville de Damas, en Syrie, elle est alimentée toujours par un des puits que Stephen Rees a creusé et qui donne toujours de l'eau propre, pure, non polluée à toute la population. C'est dire que si on était capable d'identifier et de continuer le travail que cet homme a fait, qui est un véritable pionnier, en fait, on pourrait ne manquer d'eau nulle part, même dans les déserts. Parce qu'il a creusé dans les déserts d'Arabie Saoudite et trouvé de l'eau. À un moment donné, le colonel Kadhafi, qui était, je crois, le président de Syrie, il a voulu, parce qu'ils avaient quand même le pétrole, il avait voulu aussi faire verdir les déserts, c'est-à-dire pouvoir diffuser de l'eau propre comme ça dans différents coins du désert pour faire revivre ces lieux
que l'alimentation puisse être à disposition de son peuple. Sa vie est un peu raccourcie, probablement pour des décisions qui libéreraient en fait des populations à une grande échelle. Cet exemple aurait pu être suivi ailleurs, parce que cette possibilité-là, elle est ouverte dans le monde entier. En bas et à droite, c'était un lac d'eau mer qui est sorti en Croatie, où l'eau est parfaitement pure, elle sort à 4-8 degrés avec une pureté exceptionnelle. La suivante. Le cas de la Bretagne, c'est juste un aparté parce que je ne resterai pas très longtemps sur ce thème-là. On est allé en Bretagne en mai 2023, j'avais une conférence, un partage avec un groupe de recherche, dont je reparlerai un peu plus tard, pour la protection sur les ondes électromagnétiques. On était logé chez des personnes qui nous ont expliqué que, comme on est en train de promouvoir l'installation en fait d'appareils de chauffage basés sur la géologie, on va chercher de l'eau en profondeur, qu'à une température, on utilise en fait en surface les différentes températures, on chauffe. Mais quand on creuse sous le granit, on trouve de l'eau en Bretagne. La surface, l'eau est pourrie, vous le savez tous. Il y a des histoires avec des algues vertes, puis l'eau elle est saturée en nitrate à plus de 50 mg par litre depuis des années et des années, et ils ne peuvent plus corriger ça. Ça, c'est les élevages porcins qui provoquent ça. Et le manque de soins au traitement des déchets. Et en fait, ça provoque donc un peu partout, dans ce que vous voyez en haut à droite, des proliférations d'algues vertes dans tous les estuaires, dans tous quand les rivières vont vers la mer, en bordure de la mer, et des proliférations considérables et des nuisances importantes. Quand on utilise en fait ces forages pour chauffer les maisons, on ne permet pas aux gens d'utiliser l'eau qu'ils ont trouvée en dessous et qui est propre. Les foreurs ont l'obligation légale de boucher les puits pour que ça ne serve qu'aux pompes à chaleur, mais pas à la consommation. Alors que l'eau qu'ils ont à disposition en surface est pourrie. Il y a un problème de fond. Ça veut dire, on sait pertinemment qu'il y a des réserves d'eau, il y a des endroits où on sait parfaitement les trouver, mais il ne faut pas que les gens le sachent, et surtout qu'ils puissent l'utiliser pour être autonomes. Autre exemple, qu'on a vécu également dans les Pyrénées-Orientales, il y a eu des carences en eau de 80%, c'est terrible pour cette région. Il y a des gens qui connaissent les méthodes de Stephen Rees et qui savent détecter les zones où il faut forer pour trouver de l'eau mer et pour libérer l'eau à la surface et rendre la vie à une région. Quand ils demandent aux autorités s'ils peuvent creuser, on leur dit non, on ne répond pas. Il y a dans la conscience collective quelque chose qui a besoin de changer pour qu'on cesse de tenir à l'écart les informations dont les gens ont besoin pour s'autonomiser dans les régions. Et on ne sait pas pourquoi on maintient cette décision, sinon que pour créer une sorte de phobie dans la population du manque d'eau et des confrontations qui pourraient avoir lieu entre les vallées où il y a de l'eau et les vallées où il n'y en a pas. On pourrait commencer à faire des échanges et des tractations. J'ai déjà entendu ça il y a 2-3 ans dans le sud de la Beauce, dans les endroits où déjà il y a des manques, où l'eau ne rentre plus dans les terrains qui ont été traités d'une manière excessivement chimique, ils sont devenus compacts. Même quand il pleut, l'eau ruisselle, mais elle ne rentre plus dans les nappes. Donc le déficit s'aggrave graduellement et ils ne savent pas comment faire avec ça. Et pour l'instant, ils ne savent pas traiter l'eau de pluie pour la rendre potable. Alors que c'est possible, non ? On le fait depuis un peu plus d'1 an et demi, on est autonome avec l'eau, à condition de savoir traiter l'eau de pluie parce qu'elle n'est pas très propre. Il tombe quand même du ciel un certain nombre de choses. Je voulais en revenir au fait qu'il y a quelque chose dans notre conscience, j'aime beaucoup le chant de Nora, qui est très émouvant, je trouve. Il y a quelque chose dans le respect qu'on a perdu et qu'on devrait remettre en place auprès des enfants et dans les écoles pour ne pas regarder l'eau comme une denrée, c'est-à-dire elle est rentrée en bourse il n'y a pas longtemps pour être cotée, parce que ça devient une substance commerciale. Elle peut être l'objet derrière de toutes les tractations et de tous les marchandages. Et il faudrait pouvoir sortir l'eau de ce monde-là, quoi. De façon à ce qu'on retrouve ce que moi j'ai connu et que un certain nombre d'entre vous ont connu, c'est-à-dire des villages où l'eau coulait à une fontaine, où tout le monde pouvait venir se servir et l'eau était propre, qu'on n'avait pas peur des contaminations. La structure moléculaire de l'eau est l'essence de toute vie, ça c'est un prix Nobel de chimie qui a dit ça. Et quand on dit structure moléculaire, c'est le cœur de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est
Il y a H2O qu'on connaît en se disant bah, c'est une substance simple, tout le monde sait ça, le reste c'est du pipeau, c'est de la littérature. Ben non. L'essentiel est justement caché à l'intérieur de l'ordonnancement de toutes les molécules d'hydrogène et d'oxygène, parce que c'est une banque de mémoire. Et on fait tout actuellement pour tourner en dérision le travail de certains de nos chercheurs les plus brillants. Benveniste, c'était un de ceux dont on a beaucoup décrié, c'était quand même un médecin, un docteur en biologie. Mais notre prix Nobel de médecine, le professeur Montagnier, il a été tourné en dérision de la même manière, alors que c'est un prix Nobel, et qu'il a pu prendre toutes les précautions pour montrer ce dont il parlait. Au point de dire publiquement, ça ne lui a pas porté chance, mais au point de dire publiquement devant les micros que même le sida pouvait répondre à une qualité d'eau différente et qu'il suffisait de s'occuper du terrain pour s'occuper d'autres maladies émergentes. Je vous montrerai que les images nous montrent que c'est vrai qu'on peut changer d'un instant sur l'autre et modifier en fait véritablement nos tendances à la maladie chronique, aux infections dont on ne sort pas, aux maladies dégénératives, au cancer et tout ça. C'est très associé à l'environnement. Moi, je me suis intéressé à l'eau, ça fait 15 ans, un peu plus de 15 ans, parce que dans ma pratique, j'étais interrogé et vraiment étonné de voir des gens qui sortent d'une pathologie importante, hein, maladie auto-immune ou cancer, et puis tout s'efface, puis 2 ans après ils reviennent et ça recommence. Pourquoi? Je me dis, mais comment ça se fait? Pourquoi? C'est les habitudes qui ne changent pas et l'environnement. Et la fragilité qui en découle fait qu'on revient dans des sillons qu'on a déjà connus pour reproduire les mêmes erreurs. Parce qu'on n'est plus en contact avec sa mémoire. C'est comme si on perdait le fruit de l'expérience. Ça aussi, ça dépend de vous. Vous connaissez, vous faites tout ça pour ouvrir votre voiture avec une clé. Il y a 2 méthodes. Soit on met directement la clé dans la serrure, soit on agit à distance avec une fréquence, et ça ouvre aussi. Dans nos cellules, c'est exactement pareil. Vous avez une possibilité pour faire intervenir une molécule chimique directement dans sa serrure, son ligand, on appelle ça. Mais chaque molécule qui existe dans le monde, n'importe quelle protéine, n'importe quel médicament, un métal lourd comme l'arsenic, le plomb, ils ont tous une fréquence. Il y a la structure et la fréquence. Tout existe sous une double forme, à la fois matérielle et vibratoire. Il n'y a rien qui n'existe sans ces deux aspects. Nous, on est focalisé sur l'aspect matériel, corpusculaire. Le corps, lui, ne fonctionne qu'avec la fréquence. La toxicité d'une molécule, elle l'entrave. Mais quand vous prenez, par exemple, un quart de Lexomil, je ne sais pas s'il y en a qui le prennent ici, un quart de Lexomil, c'est un tout petit bout de pas grand-chose. Ça suffit pour provoquer des insomnies, voire des troubles de réveil, puis une accoutumance. Ce n'est pas parce que le quart de comprimé se distribue partout, c'est parce que le médicament est dilué par le corps et qu'il est utilisé partout par le biais de sa fréquence. Les remèdes homéopathiques, c'est l'étape d'après. Vous enlevez la substance, il reste la fréquence dans le substrat, soit le liquide, soit les granules, mais l'eau c'est mieux. Et puis c'est la fréquence du remède que vous avez mis qui continue d'agir. Et donc c'est ce que vous allez voir ici et dans la diapo d'après. Ici, c'est notre ADN. Là. Et notre ADN, il est enveloppé par une couche d'eau, indissociable de l'ADN et de toutes les protéines. Et notre ADN ne fonctionne pas sans eau. Il lui faut l'eau pour pouvoir fonctionner. Et donc, ce chandail d'eau qui est autour de l'ADN reçoit tout, que ce soit une molécule chimique, que ce soit une fréquence ou que ce soit un soin spirituel, c'est-à-dire une intention qui émane de la conscience et qui est envoyée même à distance d'un être. Ça explique la guérison à distance. Hein. C'est qu'à l'intérieur de nous, dans notre ADN, on a des sites pour toutes les informations sur tous les niveaux. Et selon le type d'information que vous captez, ça va répondre sur un niveau qui gère le corps physique, qui gère le corps émotionnel ou qui gère le corps spirituel. Je vais vous montrer des photos de ça, vous allez voir. Suivante. On vit dans un monde qui est hyper connecté. Maintenant, hein, il y a des objets connectés partout, des montres qu'on porte, des radios-réveils, bien sûr des portables et des ordinateurs. Et vous allez voir que ce n'est pas sans conséquence, parce que cet environnement-là, il est proposé aussi aux bébés qui sont faits que d'eau.
Nous, on est à 65%. Quand on prend de l'âge, on se dessèche, même si on descend à 60%. Mais les petits, ils sont à 80%. Et le cerveau, lui, chez tout le monde, il est à 80% d'eau. Donc tout ce qu'on capte comme onde, et toutes nos cellules sont faites pour capter toutes les fréquences, ça nous influence en temps réel et tout le temps. Et maintenant, dans nos maisons, on ne peut pas échapper à ça. Avec les circuits d'antenne, on ne peut pas échapper à ça. Les radars, ils voient à 30 km en haut, ils voient à 1 mètre au sol. Et ces fréquences-là nous traversent au quotidien. Quand on navigue avec le GPS en voiture, on est traversé par des ondes. Ça nous modifie sans cesse. On oublie ça parce qu'on ne le sent pas. Mais on n'est pas indemne de ça. Il faudra qu'on apprenne aussi à se protéger. Puis surtout protéger les plus petits. Il s'agit de chercheurs russes qui parlent. Et c'est tiré du film que je vous engage vraiment tous à regarder. Nous avons influé sur l'eau avec des impulsions de champs magnétiques extrêmement faibles. Ces champs sont des dizaines de milliers de fois plus faibles que le champ magnétique naturel de la Terre. Cela veut dire qu'ils sont presque négligeables du point de vue de la science moderne. On a introduit des poissons dans une eau traitée de cette manière. Et très rapidement, ils ont donné naissance à une éclosion d'alevins inhabituellement petits. Se ressemblant entre eux, ils se différencient pourtant énormément sur le détail. Des stries grises et des taches de couleur, qui n'avaient jamais été observées auparavant, apparurent soudainement sur les abdomens de tous ces poissons mâles, et qui n'existaient pas chez leurs géniteurs. C'est ce que l'on appelle des changements phénotypiques. Et il est d'une importance fondamentale que ces changements n'apparaissent pas seulement chez certains des poissons traités, mais chez tous, et pour toute la génération en même temps. Cela s'est manifesté concrètement au cours des expériences. Mais l'expérience révèle aussi qu'il n'y a pas que l'apparence extérieure des poissons qui a changé, mais également leur comportement. Ils ont commencé à réagir à des stimuli externes de la même façon, comme si tout le banc avait développé une conscience collective. Un nouveau domaine de problème surgit alors, qui n'avait jamais été étudié d'aucune manière. Il a donc été décidé qu'il suffirait d'établir qu'en utilisant uniquement de l'eau, on peut modifier le comportement et l'aspect d'animaux. Si l'eau peut vraiment causer une telle influence, ce serait une découverte significative. Mais nous préférons faire plus de recherches sur ces observations avant de les rendre publiques, avant de tout avoir étudié dans les moindres détails. Ce film date de 2007. Moi, je l'ai eu en 2007. Je l'ai fait traduire à l'époque parce qu'il venait d'Allemagne par la Russie. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années que des collèges de physiciens russes travaillent sur l'eau. Alors quand il dit « il faut qu'on soit sûr avant de tout révéler au public », ils sont sûrs depuis longtemps. Ils restent juste prudents par rapport aux conséquences de ce qu'ils peuvent dire, en sachant que les changements qu'ils observent avec des champs qui sont des dizaines de milliers de fois inférieurs à la puissance du champ magnétique terrestre, la fréquence de téléphone portable est capable de provoquer des changements dits phénotypiques, c'est-à-dire aussi bien dans l'apparence que dans les comportements, des modifications dans les glandes que dans le fonctionnement physique. Et ça nous modifie tous, ça modifie nos relations, dans le sens où vous avez vu, tous les poissons font la même chose, et tous les poissons mâles seulement. C'est-à-dire on est capable de différencier la réception entre un mâle et une femelle, et on est capable aussi de syntoniser des groupes pour leur faire la même chose. Oui, ça pose des questions. C'est qui joue avec nous, et on est comme des poissons dans un bocal, et il y a quand même des ondes qui nous parcourent de tout le temps, et on ne sait pas ce qu'on fait avec ça. Et vraiment, c'est bien d'y réfléchir un tout petit peu, parce qu'on a tendance à faire croire à nos enfants en bas âge que de mettre leurs mains dès 2 ans ou 3 ans sur une tablette, c'est anodin. Ben, ça ne l'est pas. Ces chiffres, ils datent de 2011. On sait depuis 2011 qu'il n'y a pas une femme en France qui accouche d'un enfant sain. C'est des chiffres officiels, ils ont été faits avec des moyens importants par des organismes privés, pas publics. Parce qu'il vaut mieux qu'on ne sache pas. Si on les mesure,
auquel je vais vous montrer, je passerai plus vite après. Elle montre qu'on est soumis dans l'environnement à une pollution qui s'accumule avec le temps et qui ne diminue pas. Et qui fait que 100% des femmes enceintes sont porteurs d'un cocktail qui rassemble plein de molécules différentes et qui ont des effets, vous allez voir, sur la thyroïde et sur l'éveil. Et que 93% des rivières sont contaminées. Ça date de 2011, ça ne s'est pas vraiment arrangé. Hein. Ça s'est plutôt aggravé avec le temps, puisqu'il n'y a pas de politique sanitaire et environnementale en France. Pas de politique réelle. Et qu'il y a plus d'un tiers en fait, des eaux de rivière qu'on ne peut plus nettoyer parce qu'elles sont trop chargées en produits. Les méthodes qu'on mettrait en œuvre sont beaucoup trop coûteuses pour qu'on le fasse pour l'instant. C'est simplement que les moyens qu'on veut mettre en place ne sont pas suffisants pour corriger ça. Et c'est aussi les méthodes qui polluent, qu'on ne modifie pas, sur lesquelles on ne met pas un veto direct, en particulier pour les pesticides, vous allez voir. La conséquence de ça, c'est, vous voyez un petit qui boit dans une bouteille de plastique, vous allez voir ce que ça représente pour le cerveau et l'organisme d'un enfant, une bouteille en plastique. Mais l'association de toutes ces molécules ont un effet sur le cerveau des enfants qui font qu'en 2016, aux États-Unis, il y avait un autiste grave pour 68 naissances. Grave, pas un hyperactif ou un trouble de l'attention. Un autiste grave. Et c'était en 2016. Ça s'est pas vraiment amélioré, la fréquence augmente. Ça, vous avez tous peut-être vu ça, c'était l'émission d'Élise Lucet. C'est Cache Investigation. Une personne courageuse, Élise Lucet. Elle avait essayé d'obtenir la liste de toutes les commandes de produits pesticides utilisés en France. Les zones noires, c'est des zones viticoles. La Gironde, la Loire-Atlantique, l'Aube et la Meurthe-et-Moselle. En fait, c'est les zones où il y a du champagne, du vin. C'est les viticulteurs qui en utilisent le plus et qui en répandent le plus. Ah, un détail près, c'est que quand on analyse les zones les plus touchées, on trouve en tête l'atrazine. L'atrazine est interdite depuis 2004. En 2016, c'est encore le numéro 1. Ça veut dire soit que les produits ne se dégradent pas, soit qu'il y a des gens qui commandent sous le manteau en Espagne et qui continuent d'en utiliser dans les maïs. Ce qui fait que les couches de produits qui ont tendance à persister dans l'environnement s'ajoutent et créent dans la vie des organismes biologiques, enfin, les grenouilles, les oiseaux, les petits organismes et les insectes sont très sensibles à cet environnement-là et disparaissent en silence. Il y a quand même 70% des oiseaux et des insectes qui ont disparu en 20 ans. Ce qui est un signe d'alarme qui devrait nous inciter à prendre des dispositions très rapides. On n'a pas encore tout à fait pris la décision de ça. Et les conséquences, quand même, connues, c'est leucémie, maladie de Parkinson, autisme, anomalie cérébrale à la naissance, avec des malformations, des perturbations endocrines et des retards mentaux, bien sûr des cancers. On pourra passer vite, ça peut-être vous avez déjà entendu parler, c'est la carte des mesures qui ont été faites en nitrate, à plus de 50 mg par litre. La législation internationale interdit de dépasser 50 mg par litre. Et la France est condamnée depuis des années pour les dépassements qui existent en particulier dans les zones du nord et de l'ouest, mais quand même dans le bassin aquitain aussi. Les 50 mg par litre, c'est souvent associé au niveau des nitrates à l'utilisation de pesticides et de métaux lourds. Vas-y, pesticides, voilà. La même courbe, plus de 200 molécules distinctes qui ont été repérées, c'était en 2007, dans toute cette zone qui part de l'ouest jusqu'au sud-est, mais qui couvre aussi le Grand Est. Et puis ici, on ne trouve pas, on en trouve beaucoup moins dans le bassin aquitain, parce que ça, ici, c'est la carte du nombre, excuse-moi, c'est la carte du nombre de mesures qu'on fait dans l'année. Il y a des endroits où on cherche tous les mois et des endroits où on ne préfère pas chercher pour ne pas trouver non plus. C'est plus simple. Donc, mais globalement, c'est inquiétant quand on voit en fait qu'il y a simultanément beaucoup de molécules et toute l'année. La main que vous voyez, celle de Barbara Demenex, c'est une spécialiste mondiale des pesticides et des PCB qui a fait des études extrêmement sérieuses pour montrer quel était l'impact de produits qu'on utilise dans l'environnement sur le cerveau et le développement de l'enfant. Elle montre du doigt le fluor, le chlore, le brome et l'iode. C'est le groupe de ce qu'on appelle les halogènes. Et tous ces produits forment une famille avec des interférences possibles.
Et parce qu'on utilise ces produits dans la nature et qu'ils reviennent à la fois à travers l'environnement, dans notre assiette et dans l'eau qu'on boit. Voilà la similitude des molécules. Vous voyez, ils ont des noyaux assez semblables. Et pour le corps, une mauvaise clé peut rentrer dans une bonne serrure, parce qu'elle est presque semblable. Donc il peut y avoir une substitution dans la glande thyroïde d'une femme enceinte à partir des produits d'environnement qu'on retrouve absolument partout dans nos maisons. Suivant. Le chlore et le brome, on le retrouve dans des retardateurs de flamme qu'on a intégrés un peu partout dans nos appartements, mais on les retrouve dans les pesticides, on les retrouve dans beaucoup d'endroits et on ne peut guère éviter d'être en contact avec. En Europe, c'est observé depuis les années 75-80. On voit que le QI, ça c'est la courbe de QI, on voit que le QI commence à fléchir aux alentours des années 90-92. Et sans politique environnementale, c'est une courbe qu'on peut suivre, que moi j'ai tracée, parce que cette courbe est dans un film qui s'appelle Demain tous crétins, de Sylvie Gilman et Thierry de l'Estrade. Ce film a été passé sur Arte, grande écoute. On n'en a rien fait. Ce sont des journalistes d'investigation extrêmement compétents qui avaient déjà fait un premier film 10 ans avant qui s'appelait Mâle en péril, qui montrait que dans la nature, les poissons, les alligators, les moustiques, tout était en train de muter avec les perturbateurs endocriniens qui étaient dans la nature. Là, il montre le retentissement de ces perturbateurs sur le cerveau des enfants et sur le développement des adultes, parce que ces tests ont été faits sur des adultes. Je crois que c'est aux Pays-Bas ou au Danemark, c'est l'un des deux. Ils font les mêmes tests depuis 50 ans. Donc les jeunes qui arrivent au service militaire, ils font les mêmes tests. Et ils voient que le QI baisse. La France est dans les pays de tête. Il y a la Lettonie, l'Angleterre et la France. Et vous voyez le niveau en 2020, quand je trace la courbe comme ça, le niveau en 2020 est très inférieur aux années 70. Ce qui fait que dans les écoles, véritablement, c'est un véritable problème d'apprentissage général. C'est tant pour la mémoire que la qualité d'éveil et l'intérêt. Ça, c'est la carte des... Je ne sais pas si vous avez entendu parler des perfluorés, des produits dits éternels. Il y en a partout. Il y en a dans les boîtes à pizza, il y en a dans les fast-foods, mais il y en a aussi dans les produits qu'on utilise en santé, dans les plastiques, dans les poêles. Ces produits-là sont pas absolument partout dans la nature et on ne sait pas quoi en faire parce qu'ils retombent à partir des nuages, dans les montagnes, dans les zones où on fait de la protection de la nature. Et il y en a absolument partout, au point qu'on les appelle des produits éternels. Les zones rouges, c'est des zones où la contamination a été détectée. Vous voyez, l'Angleterre, elle est toute rouge. Vous voyez, tous les Pays-Bas et la Belgique, l'Allemagne, c'est tout rouge. Mais la France est quand même pas mal. Et puis, il y a des zones où ça n'a pas été mesuré, mais où la contamination est fortement suspectée. Quand vous ajoutez ces polluants qui tombent du ciel et qui sortent des cheminées d'usines d'incinération à tout le reste, ça donne un cocktail qui est compliqué. Voilà, ce qui tombe du ciel, ça c'est de chez nous. Ça c'est de notre balcon. J'ai pris la photo, c'est quand ils commencent à faire des traînées comme ça. Ce qu'il y a là-dedans, dans cette poudre, dans cette poudre qui pulvérise dans les nuages, ça contient des métaux lourds, et de l'aluminium et du barium en particulier, mais aussi du cadmium, du fer. Et puis ça contient également des pesticides, et en particulier un fongicide qu'on a recueilli dans notre eau de pluie pendant 1 an et demi, qu'on a mesuré. Du tébuconazole, ça s'appelle. Ce produit est un fongicide à effet retard qui a un effet sur les filaments mycéliens qui sont dans le sol et qui permettent à l'eau de rester dans le sol pour alimenter les jeunes arbres. Non seulement ça fait disparaître les cèpes et les girolles, les truffes, dans des pays qui vivent de ça, mais aussi ça a un effet sur la fertilité des sols et la pousse des jeunes arbres. C'est pas juste pour modifier le climat qu'on fait ça, ou alors c'est pour modifier le climat dans le sens de la sécheresse, parce que l'eau n'est plus retenue par les filaments mycéliens qui parcourent des kilomètres carrés et qui en fait sous-tendent la fertilité des sols et l'humidification au niveau des racines. C'est incompréhensible ce chiffre-là. J'en ai parlé dans notre région à des gens qui sont responsables de l'eau et ils font le silence. Ils préfèrent pas savoir. Ou en tout cas pas évoquer le sujet publiquement auprès des agences régionales de santé, parce qu'on doit savoir quelque part ce qu'on fait, mais on préfère que ne pas soulever le tapis, quoi.
Et voilà l'état des canalisations possibles dans les réseaux, dans les régions calcaires. Ça peut être comme ça. Donc quand vous ajoutez tout ça, derrière l'eau qui arrive dans nos maisons, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que les stations d'épuration ne traitent pas la chimie. Elles libèrent en même temps de l'aluminium supplémentaire parce qu'on floccule les bouts avec de l'aluminium qui va rester aussi dans l'eau, sous forme d'information de manière importante. Donc il faut vous protéger. S'il reste vraiment quelque chose de cette soirée dans votre conscience, il faut vous protéger, il ne faut pas prendre de l'eau du robinet, et puis il faut arrêter vous allez voir, il faut arrêter de boire dans des bouteilles en plastique. Énorme scandale sanitaire. Les industriels de l'eau en bouteille ont caché au public que l'eau qu'ils pompaient était contaminée. Une révélation du Monde et de la cellule investigation de Radio France. Pour continuer de la mettre en bouteille, ils ont eu recours à des systèmes de purification interdits, rajoutant même directement de l'eau du robinet et utilisant des procédés techniques pour tromper les inspections. 30% de la totalité des marques d'eau en bouteille seraient concernées. Tout commence en 2020, lorsque le groupe Nestlé, qui distribue notamment les eaux Perrier, Contrex et Vittel, et le groupe Alma Source, qui exploite Cristalline, Saint-Yor et Vichy-Célestin, ont découvert une grave contamination. Il s'agissait de bactéries et de traces de polluants chimiques. Pour y faire face, les industriels ont utilisé des méthodes de filtration totalement interdites par la réglementation. Le gouvernement a été alerté dès 2021. Et plutôt que d'agir et d'informer la population, il a procédé à un affaiblissement de la réglementation pour autoriser les industriels comme Nestlé à utiliser ces traitements interdits. Pourtant, le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales de juillet 2022 révèle que près de 30% des marques d'eau en bouteille subissent des traitements non conformes et qu'il existe un véritable risque sanitaire pour les consommateurs. France Info révèle que des enquêtes judiciaires sont en cours et certains procureurs ont ouvert des enquêtes préliminaires pour tromperie au Code de la santé publique. Cette polémique pourrait se transformer en crise politique puisqu'il semblerait que le gouvernement a une responsabilité directe dans ce scandale sanitaire. Ouais, responsabilité directe, mais voilà, pour l'instant, dans notre pays, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Il faut vous dire que c'est à vous de vous protéger. Ne comptez pas sur les pouvoirs publics pour le faire à votre place. Il n'y aura pas de décision de prise pour que d'abord que vous sachiez dans quoi vous êtes et ensuite que vous sortiez du business dans lequel toute la population est prise actuellement. Pour fabriquer une bouteille en plastique, il faut 100 ml de pétrole, 80 g de charbon, 42 litres de gaz et 2 litres d'eau pour avoir une bouteille en plastique qui va mettre plus de 100 ans à se dégrader. Et on les enfouit en grande partie chez nous. On ne traite pas tout le plastique pour le faire recyclable. Il y a une partie qui est faite, une grande partie qui est enfouie. C'est un gâchis épouvantable. Sans compter, continue, vas-y, la suivante. Sans compter qu'en fait, ces bouteilles relarguent des particules de plastique et qu'il y en a jusqu'à 240 000 par bouteille, des nanoplastiques. Donc que tout ça a un effet d'imprégnation qui s'ajoute à tout le reste. La solution, tu as dû passer une diapo ou alors je l'ai enlevée de cette formule-là, mais ça n'a pas d'importance. Il y a des solutions, elles existent depuis toujours. C'est-à-dire, dans notre environnement, on ne voit pas qu'il y a un autre état de l'eau. Cet état de l'eau, vous le voyez quand vous regardez un arc-en-ciel, c'est comment il est possible de voir ça, parce que pour que la lumière soit diffractée, elle peut l'être que par un cristal. C'est à ce moment-là qu'on voit la frange lumineuse de la lumière blanche apparaître. Ça veut dire, dans cette interface entre deux nuages, entre un nuage et un autre air humide, en fait, il y a une structure cristalline qui existe, qui fait apparaître ce qui est à l'intérieur de la lumière. Donc, est capable de différencier les franges. Cet état cristallin de l'eau, il est partout dans la nature. On le voit sans le voir, sans le remarquer. Il est présent, et c'est le 4e état de l'eau dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que c'est de cet état-là que tout dépend. Notre santé, la communication intercellulaire, mais aussi la communication avec la nature et la vie végétale. On la trouve, en fait, quand vous voyez monter la brume, quand il commence à faire froid et que vous voyez la brume monter du sol. Comment se fait-il que de l'air qui est humide et plus lourd que l'air ambiant puisse monter? Comment l'eau fait pour monter? Annuler sa pesanteur. C'est un vrai mystère, on l'a sous les yeux, mais on ne comprend pas. Quand vous avez des énormes nuages en haut qui font des milliers et des milliers de tonnes d'eau, comment ils font pour rester en l'air? Alors qu'ils devraient tomber brutalement. Non, ils ne tombent pas.
Quand on prend l'avion et qu'on passe au-dessus, on voit des mers de nuages. Comment elles font pour rester là à une altitude serrée en fonction de la densité de l'eau qui est dedans? Toujours, on a affaire à une structuration où les molécules d'eau s'attirent les unes avec les autres et forment une sorte d'ensemble cristallin, et cet ensemble cristallin défie la pesanteur. Vous allez le voir, on est capable de reproduire ça en laboratoire. Quand l'eau acquiert une qualité particulière, elle s'élève. Si notre eau acquiert cette qualité particulière, ou si on est capable de transformer la nature de notre eau, on s'élève. Ça ne travaille pas seulement sur notre vitalité physique, mais sur notre conscience spirituelle. Et ça nous fait communiquer avec la nature qui nous offre ça tout le temps. La nature, si on la laisse faire, elle est capable de réparer plein de choses. La rosée que les alchimistes récoltent à un certain moment de l'année pour commencer le grand œuvre alchimique et la transmutation des plantes et des métaux, c'est une eau qui est dans un équilibre parfait au moment d'un solstice, d'un équinoxe d'automne, pour commencer le grand œuvre. Ils prennent une eau qui a pris les caractéristiques suivantes. Il y a autant de jours que de nuits. On est juste au moment de l'équilibre. On prend juste à l'aurore, entre le jour et la nuit, et il y a une densité particulière et un équilibre magique qu'ils utilisent parce que l'eau le capte. Ils vont se servir de cet état-là de l'eau pour commencer la transmutation des éléments. Si l'eau qui tombe du ciel, et si on respecte des endroits, la nature est capable de faire cette alchimie toute seule. Elle est capable de fabriquer des choses qui n'existent pas dans le sol si le sol et les plantes et les animaux en ont besoin. C'est un des chercheurs français qui s'appelle Louis-Claude Kerfran qui a montré ça. Il montrait que le sol, si l'eau est propre, va utiliser l'eau pour faire apparaître, par exemple, du calcaire là où il n'y en a pas. Ce qui fait que les poules qui sont sur des terrains siliceux où il n'y a que du sable, elles sont capables d'avoir des coquilles quand même calcaires. Ça veut dire elles le fabriquent à partir des éléments. Ça veut dire il y a beaucoup de ressources dans la nature si on sait rester au contact de cette nature, mais ça a besoin d'une eau propre pour le faire. Le quatrième état de l'eau, vous le voyez ici, c'est le travail d'un physicien américain qui s'appelle Gerald Pollack, qui est aussi un des pionniers de l'eau, pour lequel voilà, on peut avoir beaucoup de reconnaissance parce qu'il faut beaucoup de courage pour s'attaquer à ces sujets-là. Quand son président de thèse a connu le sujet de sa thèse, il lui a dit « si tu t'occupes de ce sujet, tu gâches ta carrière ». C'était il y a déjà quand même plusieurs dizaines d'années. Ça veut dire que c'est un sujet qui, tout en étant humide, est très chaud. Si vous ouvrez ces secteurs-là, vous commencez à déranger tout le monde. Donc là, vous avez un gel, une paroi de verre, et là, c'est une eau qui a été structurée. Vous avez ici de l'eau structurée au contact de la paroi du verre, elle a exactement le même aspect que le gel qui est de l'autre côté. Et quand la structure se fait au contact d'une paroi hydrophile, ça peut être un tuyau métallique comme du cuivre ou une paroi de verre, la structure qui est là chasse les éléments vers le milieu. C'est-à-dire que tout ce qui est dissous est rassemblé vers le milieu, et ça crée en fait une sorte de cercle de structure et au milieu de cercle de chaos. Et il y a des échanges électriques entre les deux parties. Suivante. Voilà l'image que Gerald Pollack a créée. Vous avez ici le contenant, là les couches d'eau qui font comme des rayons d'abeilles, hein, et dans lesquels en fait la structure est tellement dense qu'elle chasse les éléments vers l'extérieur. Et ça resserre en fait les liens entre les couches d'eau qui deviennent cristallines. Et le lien entre cette couche cristalline qui est le quatrième état de l'eau et l'eau qui est amorphe ou en tout cas chaotique, et ça crée un courant électrique qui est utilisé par la cellule comme une énergie. Donc quand le sang coule dans les veines, le sang et le plasma qui est contre la veine est structuré, au milieu ça coule avec des globules. Le frottement crée une énergie qui sert à l'organisme et dont chaque cellule sait se servir. Voilà les caractéristiques de l'eau structurée. Je vais passer assez vite, c'est un peu scientifique, mais c'est intéressant de savoir parce que ça nous mène à l'homéopathie. Dans les abysses, au fond des océans, à 10 000 mètres de profondeur, il n'y a pas de lumière. La lumière du soleil ne pénètre pas. Et puis, il n'y a pas d'oxygène dissous non plus, des pressions énormes. Et pourtant, il y a de la vie avec des espèces même énormes,
comme des calmars géants par exemple. Et c'est associé au fait que la croûte terrestre, qui émet un rayonnement infrarouge, est capable de structurer l'eau. C'est la lumière qui crée en fait la vie dans son interface avec l'eau. Elle crée les conditions de l'eau structurée et elle stimule la vitesse d'écoulement, c'est-à-dire on ne sait pas expliquer comment une petite plante est capable de faire éclater le bitume ou comment la sève d'un séquoia peut monter à 100 mètres. Le poids de la sève devrait faire effondrer, en fait, faire tomber, et pourtant non. C'est comme si, en fait, la structuration qui annule la pesanteur permettait au fluide de monter de plus en plus vite et accélérer, en fait, sa vitesse. Dans nos veines, c'est pareil. L'énergie sonore, donc le son est capable de créer de l'eau structurée. Quand on écoute une belle musique, quand on est en rapport avec des paroles bienveillantes et tout ça, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous qui nous remet en ordre. Et toute l'énergie qui est créée comme ça à l'intérieur de notre corps peut être utilisée de différentes manières, soit sous forme électrique pour l'énergie physique, soit sous forme de lumière, de photons, soit sous forme mécanique ou d'un autre type de rayonnement. C'est-à-dire le corps, si on lui fournit l'énergie appropriée, il est capable de l'utiliser de manière très différente selon les besoins. Donc l'eau, elle agit comme un convertisseur dans lequel il y a de multiples longueurs d'onde qui ne dépendent que de son organisation interne. C'est pour ça que je disais, l'essence de toute vie, c'est son essence moléculaire, c'est sa structure intime, donc les agencements de molécules qui sont associés à des fréquences. Il y a comme ça toutes sortes de fréquences qui peuvent être, s'il y a une grande richesse de fréquences, il y a une grande richesse de possibilités. Les surfaces hydrophiles, c'est hydrophile, entendez comme les métaux, le cuivre, par exemple, dans lequel on fait couler notre eau. Enfin, maintenant, on utilise des plastiques qui sont des matériaux hydrophobes et pas hydrophiles. Donc, hydrophobe, ça veut dire l'eau ne se structure pas au contact de la paroi dans du plastique, mais si elle est en contact avec le verre, elle se structure aussitôt. En contact avec un métal, elle se structure aussitôt. Et l'eau, donc, qui peut être structurée comme ça, elle va prendre des informations de son contenant. Donc la forme des tuyaux de cuivre, ou des endroits dans lesquels elle va couler, c'est les tuyaux qui distribuent l'eau dans les maisons ou entre les maisons. Et les tuyaux vont agir sur, le contenant va agir sur le contenu, et l'eau peut contenir des informations qu'elle va garder. Quand elle traverse par exemple une vallée, l'eau va recueillir des informations sur tout le lit de la vallée, sur les matériaux, sur les êtres qui y vivent, elle va garder ça dans sa mémoire. Donc toutes les informations qu'elle va contenir, qui sont associées, moi je vais vous reparler des vortex et puis des tubes de cuivre, des géométries, et comment on peut faire pour structurer l'eau. Donc elle peut garder toutes sortes d'informations qui sont sous forme électromagnétique, sous forme de fréquences, et qu'elle peut donc adresser, communiquer à un organisme qui la consomme, par exemple, sous la forme d'un email avec un message dedans. La fréquence est associée en fait à une action thérapeutique ou une action nocive, éventuellement selon le contenu et selon le contenu. Ça, c'est les travaux en fait des scientifiques dont je vous ai parlé, Benveniste et Montagnier. Gurevitch, c'était il y a très longtemps en Russie. Mais tout le monde parle à peu près de la même chose. Donc, on va rentrer dans la pratique. Pour que vous compreniez bien qu'il y a une différence entre la filtration, c'est-à-dire avec une passoire plus ou moins fine, vous attrapez des éléments qui sont dans l'eau. Par exemple, des éléments, ça peut être du calcaire, c'est une molécule très fine, mais ça peut être aussi des pesticides, des métaux lourds, des médicaments, etc. Mais il reste dans l'eau la fréquence, c'est-à-dire l'organisation moléculaire correspondante. Et c'est la fréquence qui est responsable des effets biologiques. Il ne suffit pas de filtrer pour que l'eau soit propre. Elle est claire, mais elle n'est pas forcément propre au niveau informationnel. Suivante. Les images que vous voyez là, elles correspondent à une plaque qui est alimentée par un axe dans lequel une fréquence est envoyée. Les travaux d'Alexandre Lauterwasser, qui est un Allemand, qui est un des pionniers dont on n'entend pas parler en France du tout, pourtant c'est un être remarquable, qui a fait un très très beau travail. Il montre comment simplement avec une fréquence, l'eau elle se met à vibrer et quelle forme elle peut prendre, qui sont très animales, presque très reptiliennes.
mais elle peut prendre des formes géométriques très spéciales avec des ondes stationnaires. Ça ressemble beaucoup à un parasite ou une bactérie, et ce n'est que de l'eau. Et c'est juste associé à une fréquence. Donc la personne qui prend ces photos, elle a une caméra au-dessus de la plaque. Au début, il y a juste une goutte d'eau, elle envoie des fréquences, elle fait varier les fréquences jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait un motif qui soit stable, ce que vous allez voir tout de suite. C'est le pionnier, ouais, c'était le pionnier, c'était Alexandre Lauterwasser. Il explique qu'en fait, la technique permet en fait de contrôler les effets d'une structuration dans un milieu liquide ou un milieu colloïde. C'est un milieu cellulaire, ça peut être transformé en ordinateur. Ça, c'est comme un quartz, et c'est liquide. Donc il a pris des photos très très grossies, mais il dit qu'on peut structurer un milieu vivant et le rendre comme un quartz pour qu'il puisse accueillir de l'information. Si on sait faire ça, c'est comme si on était capable de communiquer directement avec l'organisme pour lui transférer de l'information. Ça, c'est dans la nature, ici. Et ça, c'est en laboratoire, avec une onde stationnaire de base 3, et 3,6. Hein. C'est une onde stationnaire avec une fréquence de 28,9 Hz. Il obtient une onde comme ça, qu'on voit sous cette forme-là dans la nature. À côté, vous avez une autre avec une onde stationnaire de base 4,8, d'une fréquence de 24,24 Hz, qu'on trouve sous cette forme-là dans la nature, une Paris quadrifolia. Et puis, vous pouvez avoir une structure de base 5, 10, c'est la même, et qu'on trouve également dans d'autres formes de la nature. C'est pour montrer qu'en fait, dans la nature, toutes ces forces travaillent, toute la géométrie et les rythmes et les fréquences travaillent pour faire apparaître la beauté et l'harmonie. Et qu'en fait, cette beauté, cette harmonie, si on sait la reconnaître, on devine en même temps, c'est l'approche des anthroposophes et l'approche goéthéenne de la nature, on peut deviner les principes qui sont à l'œuvre et en fait les qualités de la plante quand on sait l'observer. Ça, c'est une expérience en laboratoire. Deux béchères avec de l'eau. Et à un moment donné, il y a un courant de très haut voltage qui apparaît. Là. Et l'eau monte de chaque côté. Et on peut écarter les béchères et l'eau ne tombe pas. Je crois que c'est 10 000 volts le courant qu'ils ont mis. Impressionnant, hein. On voit la couche de structuration épaisse comme ça, on la voit à l'œuvre, elle tient, elle évite que l'eau s'effondre. Ça montre que si on s'est donné à une qualité d'eau une énergie particulière, elle peut vaincre la pesanteur. Comme dans la nature sait le faire. C'est la récré. Ça, c'est de la technique en laboratoire. Vous avez deux champs tournants, un en bas, un en haut, avec la même fréquence, et ils tournent en sens inverse l'un de l'autre. Et ce mécanisme qui est utilisé dans les hélicoptères de combat, avec une double hélice, tourne dans des sens différents, ça permet de vaincre la pesanteur et de soulever des poids. On peut mettre en apesanteur des granules, mais aussi des gouttes d'eau. Et en variant les phases entre les deux sources, on déplace les objets qui sont en suspension dans l'air. Vous pouvez les faire monter ou descendre. C'est le principe qui est utilisé dans les hélicoptères. Ces mugissements créent de fortes vibrations sonores.
Ça a de l'importance pour le monde animal aussi, le fait de Celle-ci structurer l'eau. engendre l'un des plus extraordinaires phénomènes des marais, la danse aquatique. Chant d'amour des alligators. Ça fait venir les femelles à des kilomètres. La danse aquatique des mâles est destinée à attirer les femelles. C'est dire que le son se propage dans l'eau à des distances considérables, que tout ce qui est émis a de l'importance pour l'ensemble du monde vivant, elle les relie tous. Voilà l'image d'une molécule d'eau qui peut enregistrer des sons, de la musique, qui peut enregistrer toutes sortes de fréquences et qui est constituée en fait d'une bulle d'eau, c'est comme une antenne, qui capte tout, aussi bien les ondes magnétiques, les ondes sonores que les émotions. Ça, c'était le travail des motos. Il a montré comment en fait l'émotion était capable en fait de modifier la structure de l'eau et faire apparaître des cristallisations très particulières, très spécifiques. Suivante. Ça marche comme ça. Vous avez un corps qui est en solution dans l'eau, par exemple du plomb ou de l'arsenic. Vous le filtrez avec un média filtrant particulier, en l'occurrence du KDF par exemple. Il vous reste le chandail que l'eau tissait autour de la molécule. Si ce chandail persiste, on appelle ça un cluster. Si ce cluster est auto-entretenu par l'eau, il émet la fréquence. Et la fréquence du plomb ou de l'arsenic de départ est toujours présente dans l'eau une fois que vous avez filtré. Quand vous avez un assemblage de fréquences, vous avez une bande magnétique avec toutes sortes de molécules qui chantent, que l'eau est capable de reproduire. Vous l'introduisez dans le corps, elle chante la musique de tout ce qu'elle a contenu. C'est comme ça que les maladies chroniques, comme la maladie de Lyme, se perpétuent. Vous allez voir un peu plus loin. Ça, c'est le travail du professeur Montagnier. Il disait, la médecine du futur, c'est associé à l'eau et aux fréquences. Il dit, quand on utilise un ADN bactérien, on utilise un inhibiteur de fréquence, un antibiotique par exemple, ça détruit en fait la bactérie, mais elle libère des particules. Ces particules vont être mémorisées par l'eau qui va reproduire et multiplier les particules. Si vous n'intervenez pas sur la structure de l'eau et sur la fréquence résiduelle de la bactérie, au bout de quelques heures, vous avez de nouveau en fait une émission bactérienne. Suivante. Il a fait cette expérience avec des tubes à essai, c'est-à-dire il met un ADN en 10 puissance moins 6, c'est-à-dire au millionième, ADN d'une bactérie, il le laisse dans un tube, à proximité d'un tube qui ne contient rien, et il y a simplement un champ de 7 Hz ou 780, c'est le champ magnétique terrestre, donc ça veut dire c'est bien le champ magnétique terrestre qui met tout en communication et qui fait circuler l'information. Donc au bout d'un certain temps, c'est-à-dire ce tube 2, il a laissé 18 heures. L'information qui était dans le tube 1 est passée dans le tube 2 et on peut détecter cette information à la dilution au centième, au millième ou au 10 millième. Ça veut dire littéralement la nature partage tout par le biais de l'eau, les bonnes comme les mauvaises informations, et que c'est valable à l'intérieur d'un corps comme d'un ensemble d'organismes vivants. J'en viens au cœur de mon échange avec vous et pour montrer qu'on peut changer, parce que ça peut être lourd au bout d'un moment de dire il y en a beaucoup trop au niveau des informations, mais il faut savoir que véritablement, j'ai fait quelques images ce matin pour montrer qu'on pouvait changer, mais on a besoin, c'est de passer aux actes parce que le temps court et la pollution ne diminue pas et c'est pas seulement de notre santé, mais de l'avenir de notre monde qu'il s'agit. J'ai utilisé la caméra GDV. La caméra GDV, c'est un outil performant qui permet de voir la finesse de perception. La caméra détecte la flamme d'une bougie à 1 km, sans interférence, bien sûr. 1 km, la flamme d'une bougie, elle peut voir. C'est-à-dire, il y a des rayonnements au bout des doigts. Ces rayonnements sont amplifiés par la caméra, par un champ de haute fréquence et de basse énergie. Et ça dégage en fait des gaz, des photons et des électrons
que la caméra photographie, et à partir de ce qu'on appelle l'effet de couronne, l'effet corona, il y a un calcul qui est fait par l'ordinateur qui permet de reconstruire, parce que le bout des doigts est relié au méridien et donc à tous les organes, et la caméra est capable de reconstruire notre énergie, nos organes, nos centres d'énergie, et est capable en même temps de visualiser notre fonctionnement psychique. Quand je fais des expériences avec cette caméra, je ne dis rien, c'est-à-dire la personne met les mains dans la caméra, une première fois, une deuxième fois, parce qu'il y a 2 niveaux de mesure, elle prend un verre d'eau, elle refait les mesures, et après on regarde et on discute. Mais pas avant pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Donc j'ai fait ça pendant des années, ça fait peut-être 10 ou 12 ans au moins, 13 ans que je fais ça. Et j'ai plus de 700 dossiers, peut-être 800, je ne sais plus maintenant. Et si vous voulez, ça permet de valider dans les mêmes conditions, à intervalles de 2 minutes, l'effet d'un médicament, l'effet d'un soin, l'effet d'un remède, ou simplement l'effet de l'eau, selon la qualité de l'eau. Et c'est un des instruments les plus performants qui existent pour l'instant, en tout cas à ma connaissance. Et quand on fait un soin, par exemple, quelle que soit la méthode que vous utilisez, un massage métamorphique, vous travaillez sur la plante des pieds, vous faites un soin spirituel où vous utilisez en fait une thérapie émotionnelle, vous faites un travail énergétique en mettant des aiguilles, vous pouvez regarder avant et après ce qui s'est passé et vérifier que ça se passe bien pour la personne et que ça va dans le bon sens. Donc moi je fais ça depuis 40 ans. Donc pour vérifier que le travail qui est fait permet d'avoir un alignement qui augure d'une transformation positive et durable. Ici, c'est ce qu'on appelle des cristallisations sensibles. On a utilisé ça à Vodaflore pendant 2-3 ans pour essayer de comprendre quelle technique utiliser pour transformer l'eau du réseau qui est en haut, qui est chez nous, à Périgueux. L'eau du réseau qui est presque morte et dévitalisée en haut, qui est très anarchique et qui ne va pas jusqu'à la périphérie, c'est une eau très pauvre, elle prend plus d'énergie qu'elle n'en donne, en cette eau-là, qui est dans le même endroit, qui a été transformée par la filtration et la dynamisation. Vous voyez un centre très dense et très actif, avec des ramifications qui vont absolument partout jusqu'à la périphérie, c'est comme une vraie gerbe d'énergie et de lumière. Ben, c'est l'eau qu'on peut avoir juste avec un dispositif qui est accessible à tout le monde, qui transforme l'énergie que vous voyez à gauche, en bas, dans l'énergie d'à côté en 2 minutes. Vous voyez les trous qu'il y a dans différents endroits. Ben, vous pouvez avoir une correction, elle n'est pas parfaite de l'autre côté, mais elle est déjà beaucoup mieux. Et quand vous prenez un deuxième verre d'eau, une douche ou un bain, ça se complète, ça s'ajoute avec le temps. Parce que si vous avez dans votre alimentation une eau qui est amorphe et déstructurée, elle vous enlève de l'énergie, elle ne vous en amène pas, même si elle est en bouteille. Même si elle paraît propre. Vous avez vu que ce n'est pas le cas tout à l'heure, pour la plupart des cas. Mais parce que nos cellules communiquent dans l'ultraviolet, et qu'une eau structurée, c'est-à-dire cristalline, laisse passer l'ultraviolet, alors qu'une eau amorphe l'arrête. C'est comme la différence entre le quartz et le verre. Le verre est amorphe, il arrête les UV. Le quartz et l'énergie cristalline de l'eau est capable de capter les fréquences et de les transmettre à tout le corps. Elle rétablit la communication intercellulaire. Suivante. Voilà des images, il faut les regarder de haut en bas. Les premières images, peut-être vous êtes familiarisé avec les chakras, c'est les centres d'énergie du corps. C'est là où il y a toutes les glandes endocrines, ça soutient nos comportements, notre vie intérieure, notre vie physique bien sûr, mais aussi notre vie spirituelle. Et vous voyez, la première en haut et à gauche est une femme qui est dépressive depuis 20 ans, qui prend des médicaments, qui est un être très affectif, qui aime, mais qui est perdu. C'est-à-dire, elle n'a pas trop de direction en haut, c'est pas bien clair, en bas elle est déracinée, et en fait elle n'est pas au sol, elle est comme dans une bulle. Elle prend un verre d'eau, elle est comme ça, 2 minutes après. Vous pouvez prendre des antidépresseurs. Ça veut dire qu'il suffit de modifier l'environnement de cette femme pour qu'elle quitte son état dépressif. Elle n'a pas voulu le faire, tout en ayant vu les images. Être marié à un guérisseur, un magnétiseur. Il y a des fois où moi je ne comprends pas, sinon qu'il y a un avantage des fois à être mal. C'est-à-dire qu'on peut se servir même du désordre pour faire pression à avoir du pouvoir, mais qu'on ne souhaite pas toujours se libérer soi-même. Voilà. J'ai trouvé ça triste, mais c'est comme ça. Mais ça veut dire que le potentiel de changement, il est tellement important qu'on ne croit pas que c'est possible. De l'autre côté, ici, vous avez un dépressif. Quand les chakras se
se détourne de l'axe du côté gauche de la personne, c'est que la personne se retire en elle-même. Elle se rétracte et rentre au-dedans. Quand les chakras se dévient vers la droite de la personne, c'est quelqu'un d'hyper réactif, qui peut vous agresser, verbalement ou physiquement. Donc c'est quelqu'un qui peut être un peu énervé, et à droite, c'est un hyper mentalisé, avec un art martial et un contrôle émotionnel. Vous voyez le plexus solaire qui est très serré, contrôle ses émotions. Puis en même temps, il a une énergie dessus qui est bien ancrée en bas. On voit que c'est quelqu'un qui a probablement des pratiques physiques et martiales. Mais il a des surrénales qui débitent en bas, rouge, qui débitent très fort. Ça veut dire qu'il est très irritable et très réactif. Faire attention, quoi. Mais l'eau le calme pareil. Un excité peut être calmé, comme quelqu'un qui est trop mou peut être un peu plus excité, mais normalisé. C'est-à-dire l'eau a ce comportement de pouvoir à la fois rétablir l'équilibre et l'alignement et d'ouvrir la personne pour qu'elle recontacte sa vraie nature. Autre expérience, c'est un indice maximal de stress sur l'échelle de Korotkov. Ici, vous voyez, tous les chakras, ils sont très étroits et fermés, et pourtant à peu près dans l'axe, c'est-à-dire j'étais dans une session d'expérimentation avec des plantes de vision, l'ayahuasca, pour ne pas le nommer, donc qui est une plante, un mélange de 2 plantes qu'on utilise en Amérique centrale pour des expériences psychiques et spirituelles. Et j'avais amené la caméra pour pouvoir regarder comment se passait l'intégration de ces expériences pour les gens. Donc on faisait des images avant, après, mais surtout après déjà pour vérifier qu'il sortait bien de la séance, quoi. Lui, il est mal sorti de la séance. Il s'est rétracté, il n'a pas pu en fait rentrer dans tout ce que sa vision intérieure lui amenait, ça allait trop vite et trop fort. Il a pris 2 verres d'eau quand même. 2 verres d'eau en 2 minutes, il est comme ça. La question c'est comment c'est possible que de l'eau, simplement de l'eau, puisse travailler du plan physique et des surrénales jusqu'au plan spirituel et l'épiphyse, l'hypophyse, la thyroïde, le système immunitaire et la vie d'un mot. Comment c'est possible? Juste de l'eau. C'est une question. Hein. C'est quoi la nature essentielle de l'eau dont parlait le prix Nobel de chimie du départ? Il dit la structure de l'eau, c'est essentiel pour notre vie. C'est ça. Il y a dans l'eau tous les codes d'accès à tous les niveaux d'existence de la conscience. Ça travaille sur tous les étages, et si on sait redonner à l'eau sa résonance fondamentale et harmonique avec tout ce qui vit dans la nature, nous, mais pas que nous, on peut à ce moment-là, en fait, ouvrir tous les champs de communication et changer notre manière de ressentir, puis d'exprimer et de relationner. Et ça, c'est en 2 minutes. On peut le faire. Suivant. Mais chez quelqu'un qui contrôle toute son émotion, par exemple, c'est le cas ici, c'est un prof d'éducation physique qui est équipé et qui a déjà en fait de l'eau structurée, mais qui contrôle tout en lui. C'est-à-dire, toute son énergie, elle est calée comme ça, à gauche. Il laisse rien passer, rien exprimer. L'eau peut servir aussi d'une sorte de matrice, c'est-à-dire on peut mettre dedans quelque chose qui correspond aux besoins spécifiques de la personne. Si vous savez lui donner ça, l'eau amplifie le signal et en fait, elle est capable de corriger immédiatement l'équilibre de la personne simplement en mettant une information supplémentaire, qui est une clé spécifique pour elle. Là, en l'occurrence, il s'agissait d'un produit qui s'appelle le Self Food. C'est vraiment important de tirer quelque chose de ça. Même si vous oubliez les images, on est modifié sans cesse, on peut essayer d'orienter les changements dans lesquels on passe. Ça peut être aigu, des fois c'est inconfortable, mais en même temps c'est toujours pour que quelque chose sorte et fasse de la place pour autre chose. Et rien n'est gratuit ni anodin, et nos phases de transformation, elles peuvent être des fois violentes, elles peuvent prendre un visage inquiétant, mais si ça monte et que ça sort, c'est toujours positif. Si ça va de gauche à droite, c'est toujours positif. Et si ça va d'arrière en avant, c'est toujours positif. C'est une règle.
d'évolution. Il y a une sorte de mouvement de transformation, il part d'avant en arrière, de gauche à droite et de bas vers le haut. À chaque fois, ce mouvement-là vise à libérer une charge, recontacter le système neurovégétatif, et en particulier le nerf vagal, le nerf vague, qui lui est responsable de notre vie et de notre régénération. C'est le seul qui traverse le corps à partir des clavicules. Il n'y a que lui qui descend, la 10e paire. Et en fait, c'est de lui qu'on parle quand on fait les expériences avec des plantes de vision. On plonge en fait dans le viscéral et on plonge dans le vague. On a des fois des vomissements, des nausées, mais parce qu'on a besoin de se relâcher, de retrouver notre vie intérieure, et c'est cette vie intérieure qui nous met en contact avec le monde extérieur d'un seul coup, qui ouvre, qui fait qu'on voit. On voit le monde, on voit des êtres qui vivent dans ce monde, qu'on ne voit pas en temps ordinaire. C'est-à-dire, il y a vraiment des choses qu'il faut qu'on retienne, c'est que tout ce qu'on fait à une action a des conséquences, et que rien, en fait, rien n'est sans effet. Et que dès qu'on prend une décision pour changer notre monde, dès qu'on essaye de faire un pas dans la direction d'une harmonie, il y a une transformation qui s'opère. Et vous pouvez vous servir de l'eau comme d'un moteur de transformation, parce qu'elle peut tout toucher. Si cette eau a une qualité particulière, elle peut tout toucher, tous les étages de fonctionnement. Donc elle peut aider à nettoyer, mais elle peut aider à réhydrater, elle peut aider à régénérer, à évacuer des toxiques. Puis elle peut aider à recontacter, en fait, des zones qui sont silencieuses et qui étaient cachées et verrouillées. Elle les ouvre comme ça. Alors, il y a des fois des moments où c'est inconfortable quand certains secteurs s'ouvrent brutalement, parce que ça provoque une vague montante, qui n'est pas forcément grave ni inquiétante, mais très dérangeante. Ça, c'est les résultats de 33 dossiers que j'ai envoyés au professeur Korotkov à Saint-Pétersbourg. Quand il a vu les travaux que je faisais avec l'eau, c'était avant 2014, il m'a invité à venir au Congrès international scientifique à Saint-Pétersbourg pour présenter le travail dont je vous parle et dont j'ai fait avec le système à vortex, pour montrer que tous les dossiers étaient améliorés. Ça, c'est avant, ça, c'est après. Ça parle de l'indice de stress. Vous voyez que sur des dossiers très, très altérés, où l'indice de stress est maximum, il est à 10, en haut, il y a une chute brutale, mais des fois de plus de 50%, une chute brutale de l'état de stress simplement avec un verre d'eau. Mais que tous les sujets qui étaient dans un état de stress particulier, en 2 minutes, peuvent retrouver un état de stress normal. C'est 2,5 un état de stress normal, ici. En gros, aux alentours, entre 2 et 2,5 par là. Donc ça veut dire, il y a plein de choses qui peuvent changer très vite si on sait gérer notre stress, si on a une eau propre. On est capable de changer notre vision du monde, surtout notre vision de nous et nos jugements, et puis oser faire des choses pour que notre vie soit agréable et nous ressemble. Suivante. Ça concerne les chakras, c'est la même étude. C'est avant c'était avant c'est en bleu et après c'est en rouge. C'est l'alignement des chakras que vous avez vu sur les images. Il y en a qui sont des fois aux 4 coins. Ils sont des fois très séparés les uns des autres, puis ils gagnent au moins, voilà, ils doublent en ouverture et ils doublent en alignement. En gros, c'est ça. L'index, c'est l'ouverture et ça, c'est l'alignement et la cohérence. Donc ça indique que tous les dossiers, ils augmentent d'une manière considérable en alignement et en cohérence, et ça touche toutes les personnes de l'étude. Voilà l'appareil que vous avez vu en entrant là-bas. Au début, il est comme ça. Là, on le voit par le haut. L'eau, elle arrive comme ça, là derrière, elle monte dans des vortex. Elle est retournée, ici. Puis ensuite, elle se divise en 2 courants contraires et complémentaires. Un qui tourne à gauche, l'autre qui tourne à droite. Les pas de spire, c'est-à-dire les vortex, sont parfaitement syntonisés au 10e de millimètre près. C'est-à-dire il faut que l'eau, elle soit dans un mouvement qui est... c'est comme un instrument de musique qui rétablit à la fois des géométries et des fréquences, qui donnent à l'eau une structure liée à sa véritable nature et la nature de l'homme. Parce que vous allez voir dans l'image d'après, pourquoi on a mis une croix de vie au milieu, une croix égyptienne, c'est parce qu'elle permet, dans cet appareil qui a été construit avec un double carré, et donc une géométrie particulière, il y a non seulement la géométrie d'ensemble et les pas de torsion, c'est-à-dire les vortex, qui suivent une progression rythmique, 1, 3, 5, 9, 1, 3, 5, 8, 13,
c'est le début de la série dorée, la série qui donne naissance au nombre d'or. Puis ensuite, on a installé une croix de vie utilisée par les Égyptiens. Vous savez peut-être que les Égyptiens, les grands prêtres ou les pharaons utilisaient la croix de vie par lance comme ça pour diriger en fait une énergie qui était une énergie informationnelle et spirituelle pour guérir ou éveiller les gens. Il n'y avait que les grands prêtres, les pharaons qui utilisaient ça. Mais ils savaient que cette forme était capable de transmettre de l'information et que leur conscience était capable d'utiliser cet instrument pour envoyer de l'information à distance et modifier l'équilibre psychique et physique des gens. Donc c'est servi de cette croix par une sorte de rêve, d'intuition qui a été ensuite mise en pratique pour chercher de quelle manière on pouvait respecter la géométrie de l'ensemble et l'inclure dedans. Et on l'a mise à une position extrêmement précise qui révèle l'architecture cachée en fait du Voda. On appelle ça Voda. Voda, ça veut dire haut en russe. L'appareil, on l'a appelé Voda par respect pour les chercheurs russes, pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration. Et vous voyez que, en fait, ça fait apparaître des logiques de triangle avec des alternances, tous les points sont concernés. En fait, c'est une structure à base 9. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, c'est le cœur de la matrice et c'est le nombre de l'eau. Et c'est dans la matrice que les deux courants, dans l'œuf du bas, que les deux courants contraires sont harmonisés. Pour ceux qui ont fait du kayak en rivière, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle, moi j'en ai fait beaucoup. Quand on cherche à naviguer dans une rivière un peu vive et qu'on veut stopper son bateau, on met la pointe du bateau derrière un rocher. Il y a un contre-courant qui ramène la pointe derrière et qui fait avancer le bateau tout seul sans qu'on touche la rame. Derrière un obstacle, en fait, la rivière, elle fait un écart et elle tourne dans le sens de l'obstacle, c'est-à-dire derrière, elle ne s'écarte pas, elle revient derrière. Et les deux courants qui s'harmonisent font naître ce qu'on appelle un contre-courant ascendant, qui annule le poids du bateau et la prise à l'eau. Ça le fait remonter tout seul. On a utilisé ce processus là-dedans pour que les deux courants contraires ici, qu'on fait tourner à droite parce que c'est un sens constructif et créatif pour la vie biologique, pour que là-dedans, il y ait en même temps un courant ascendant qui remonte comme ça. C'est l'énergie qui est dans l'œuf et qui reçoit un vortex qui est très puissant, fait en même temps naître un courant qui rejoint le haut, directement comme ça. C'est-à-dire un courant ascendant et ascensionnel, dans l'axe. Et cet instrument, pour moi, un instrument de résonance géométrique, morphique, on dit, géométrique et en même temps fréquentiel. Et c'est ça qui permet d'agir sur tous les plans d'existence de la personne, parce que c'est une structure qu'on appelle un arbre de vie dans la tradition kabbalistique et hébraïque. L'arbre de vie était connu avant les Hébreux par les Égyptiens, et puis ensuite avant eux probablement. En fait, c'est la géométrie qui est à la base de l'organisation de la vie dans des circuits ésotériques et spirituels. J'en viens à la conclusion, presque. C'est les vortex, on appelle ça aussi des ondes de torsion. Les ondes de torsion, donc les vortex, on les voit dans la nature à travers les ouragans. On voit quand l'eau elle tourne, on voit quand les végétaux tournent sur eux-mêmes pour grimper. Toutes les plantes grimpantes font ça. Mais tout tourne à l'intérieur de nous et dans notre ADN, ça tourne aussi. Dans l'univers, les molécules elles tournent sur elles-mêmes, on appelle ça un spin. Et en fait, ces mouvements de torsion, c'est la base de la vie. Et chaque signature, chaque torsion a une signature. Quand on est capable d'installer dans l'eau, en fait, des mouvements de torsion harmoniques, alors cette eau, elle est capable de rétablir cette harmonie à l'intérieur d'un organisme humain, pas seulement dans son énergie physique, mais dans son énergie émotionnelle, mentale ou spirituelle. Donc elle travaille directement sur la conscience. Ça veut dire aussi que si on sait remettre ça en ordre, en place dans la nature, dans la vie de tous les jours, alors on pourrait assister à une transformation, à une facilité d'éducation et d'apprentissage chez les enfants dans les écoles. On a commencé à faire ça pour essayer en fait d'inverser la courbe. Et puis aussi, c'est de s'occuper des animaux d'élevage, des personnes âgées dans les EHPAD ou dans les institutions, des enfants qui ont des troubles d'adaptation profonds
et qui ont besoin de retrouver une eau claire, structurée et propre, qui est en fait un lieu de ressourcement par excellence. Qu'en fait, il y a beaucoup de travail à faire, même chez les sportifs de haut niveau, qui oublient qu'en fait, ils consomment 50% d'eau de plus que les autres et que la qualité de cette eau influe leur performance et leur éveil, leur centrage psychique quand il s'agit de gestes compliqués. Donc, Korotkov dit que toutes les images qu'on voit avec la caméra GDV, elles sont en rapport avec la vie mentale et émotionnelle du sujet. Et que l'ensemble est bien, en fait, associé à une présence à soi, une présence au monde qui est beaucoup plus habitée, plus cohérente et qui est susceptible de changer la vie de la personne et la vie de ses relations avec le monde, donc de la rendre plus créative et plus sociable. Ça, c'est un petit clin d'œil que je voulais partager avec vous. C'est un crop circle qui est apparu en 2009 aux Pays-Bas. Vous voyez l'homme de... Voilà. C'est une image qui a été utilisée par des êtres qui font ces images-là, qui ne sont pas des êtres humains banaux. On en présente qui font avec des rouleaux, des trucs comme ça, mais là, c'est extrêmement complexe parce que l'homme de Léonard de Vinci, il est présenté sous deux formes, avec des grandes antennes, puis avec 4 niveaux d'organisation en base 10. C'est la base 10, je viens de vous en parler avec le système VODA. Le 10e, c'est nous. On reçoit l'eau de la matrice. En fait, on la reçoit dans nos mains. Le 10, c'est nous. Les 9 forces, elles viennent vers nous et nous, on a juste à tendre les mains pour accueillir ça et pour pouvoir nous ouvrir à la vie elle-même. Et oui, c'est un clin d'œil pour nous inviter à ouvrir tous nos casiers et les ouvrir comme un papillon qui se transforme, retrouver nos antennes et retrouver une vision élargie de l'existence avec une conscience qui habite pleinement le monde dans lequel elle fonctionne. Ensuite, là c'est un petit clin d'œil pour finir. Toujours la vie animale. On l'appelle le lézard Jésus-Christ. Et voici une autre espèce qui ne manque pas d'imagination. Le basilic commun. Malgré son air détendu, il s'apprête à accomplir un petit miracle. Il ne marche pas au-dessus de l'eau. Il est quand même dans l'eau. Il reste au-dessus. À l'échelle humaine, pour réaliser une telle prouesse, il faudrait courir à plus de 100 km/h. Il marche littéralement sur l'eau, comme Jésus. Si dans la nature, les poissons savent faire ça, parce que un des pionniers de l'eau, qui était autrichien, un garde forestier, mais physicien autodidacte, a montré, en fait, parce qu'il était garde forestier, que c'est lui un des premiers explorateurs des phénomènes de torsion. Il a montré que les grandes truites, pas les petites, les grosses truites, celles qui en fait ont acquis une grande expérience et qui savent rester parfaitement immobiles au milieu d'un courant. Elles sont capables de contrer l'effet d'un courant comme ça, juste en remuant un tout petit peu leurs nageoires et leurs ouïes, pour créer des contre-courants qui équilibrent exactement la puissance du courant. Vous réchauffez l'eau, elles partent. Vous changez la structure de l'eau, elles quittent leur équilibre. Et ces grosses truites-là, les nuits de pleine lune, la pleine lune structure l'eau de manière très puissante. Les nuits de pleine lune, ils voyaient en fait ces grosses truites se mettre en équilibre en bas des cascades de 2 mètres qu'elles ne pouvaient pas franchir et monter comme ça sans un mouvement. Ascensionner, vaincre la pesanteur, mettre un coup de queue au-dessus et passer. Des obstacles infranchissables. Donc lui, il a décrit ça. C'est une expérience de nature. Si les animaux y arrivent, pourquoi on n'y arriverait pas ? Si par des phénomènes physiques, on est capable de faire léviter l'eau, des granules, choses comme ça, ou des hélicoptères, pourquoi est-ce qu'à l'intérieur de nous, on ne pourrait pas le faire ? Le Padre Pio, il lévitait pendant la messe. Sainte Thérèse d'Avila, elle lévitait pendant la messe. Il y a des êtres qui, depuis le 15e ou le 16e siècle, lévitent comme ça, de manière incontrôlable. On les retrouve au plafond,
Pas forcément des gens qui sont extrêmement évolués sur le plan spirituel, hein. Mais c'est arrivé. Il y a, dans la littérature chrétienne, il y a des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Donc ça veut dire que c'est un phénomène qui est possible, qui est à l'intérieur de nous et qu'on ne sait pas utiliser. La conclusion, c'est si on sait réinstaller dans l'eau et dans notre vie, en fait, un équilibre et une ouverture particulière, on se relie au champ unitaire, c'est-à-dire ce que les physiciens appellent le champ unitaire, c'est le champ akashique des physiciens, c'est aussi le champ qui contient tout, le passé, le présent, le futur, et qui est hors du temps. Il y a un champ comme ça universel qui sous-tend en fait tout ce qui existe et tout ce qui va exister. On a du mal à comprendre ça parce que nous, on est localisé dans le temps. Et pour les physiciens, le temps, c'est une dimension et il y a d'autres dimensions que celle-là. Si on est capable à l'intérieur de nous rendre fluides, c'est-à-dire de nous ouvrir plus, alors on est moins limité par nos croyances et par nos émotions, et notre énergie fonctionne mieux, elle se relie à la nature, et dans la nature, il y a ce champ. Et ce champ, il est capable de réparer beaucoup, beaucoup de choses. L'expérience qu'on a menée, je dis on parce que je ne suis pas tout seul, l'expérience qu'on a menée, en fait, elle est associée au fait qu'une géométrie harmonieuse, basée sur le nombre d'or, est capable de modifier la structure de l'eau et donc capable de modifier à la fois notre corps et notre conscience. Que si on sait utiliser ça et le mettre à disposition, on peut changer notre trajectoire, notre qualité de vie et celle du milieu dans lequel on fonctionne. Bien sûr, l'avenir de nos enfants. Et qu'on pourrait tous faire ça parce que ce n'est pas si compliqué à mettre en place et pas si cher à réaliser. La suivante et la dernière. Je termine toujours par remercier Masaru Emoto parce que c'est le pionnier. Par tous les travaux qu'il a fait, il en a fait beaucoup avec des enfants dans les écoles pour leur montrer que leurs pensées, leurs émotions affectaient le monde végétal. Il utilisait beaucoup de riz. Le premier, vous savez tous cette expérience. Et il montrait que quand on s'adresse au monde vivant, si on l'aime, et si on l'encense, et si on le remercie, si on est en gratitude et en amour, c'était les plus belles images qu'il obtient. C'est celle du haut et à gauche. C'est amour et gratitude. Mais merci, c'est une très belle image aussi. Il dit que quand on utilise des mots de ce genre, en fait, on bonifie notre énergie, on se fait déjà du bien, puis on fait du bien au monde avec lequel on est en relation. Et que tout peut changer à partir de là. Et que lui disait, l'eau, c'est l'avenir de la planète. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc, si vous avez un temps pour des questions, moi, je suis disponible pour les échanges, si ça a évoqué des interrogations ou des incompréhensions.